quand la commandante Amélie Durand entra au Crédit Lyonnais Mutuel. Elle s'attendait à un simple dépôt, pas à un spectacle de préjugés. Au moment où elle présenta son chèque d'un montant important, la courtoisie laissa place à la suspicion. En quelques minutes, 2 policiers firent irruption, prêts à faire d'elle un exemple. Pour eux, elle n'était qu'une femme d'apparence maghrébine tentant une combine. Une arrestation facile à oublier. Ils n'ont jamais demandé, jamais écouté, seulement jugé. Ils ne connaissaient pas la vérité. Elle n'était pas une fraudeuse. Elle était commandante à l'Office central de lutte contre la corruption. Et quand ils lui passèrent les menottes au poignet, ils déclenchèrent sans le savoir une bataille qui allait exposer chacun de leurs mensonges. Le soleil matinal projetait de longues ombres dans la cuisine d'Amélie alors qu'elle terminait son appel avec Sophia. Leur discussion sur les montages financiers et le traçage de fonds avait été productive. Mais il était temps de se concentrer sur une affaire plus personnelle. Le chèque de 245 500 € semblait lourd dans ses mains. Non pas par son poids physique, mais par ce qu'il représentait. Des années de militantisme syndical de son père allaient perdurer à travers cet espace numérique et citoyen. Amélie fredonnait doucement en enfilant un simple haut sans manches et un jean décontracté. Une tenue parfaite pour son jour de congé. Confortable, sans prétention. Elle jeta un bref coup d'œil à son reflet. Arrangea ses cheveux bruns bouclés. Puis attrapa son sac et l'enveloppe contenant le chèque. Le trajet vers l'agence du Crédit Lyonnais Mutuel était paisible. Amélie observait les gens commencer leur journée. Des commerçants levant leurs rideaux de fer. Des enfants attendant le tramway. Des couples âgés se promenant. C'était ce quartier de la Croix-Rousse que son père avait tant défendu. Cette pensée lui arracha un sourire. Le hall de l'agence vibrait de l'activité du milieu de matinée quand Amélie entra. Le sol en marbre poli brillait sous les néons. Et la climatisation bourdonnait doucement. Un homme âgé aidait sa femme à compter des pièces à un des pupitres. Une jeune mère berçait sa poussette, essayant de calmer un bébé agité. Les bruits familiers des imprimantes de reçus et des conversations feutrées emplissaient l'air. Amélie prit sa place dans la file, patiente et observatrice. Quand ce fut son tour, elle s'approcha du guichet de Clara Lemoine avec un sourire chaleureux. La jeune employée lui rendit son salut, bien qu'Amélie remarqua une lueur d'incertitude traverser son visage lorsqu'elle ouvrit l'enveloppe. « Bonjour, » dit Amélie, sa voix portant son calme habituel. « Je voudrais déposer ce chèque. S'il vous plaît. » Les yeux de Clara s'écarquillèrent légèrement devant le montant. Mais elle conserva son attitude professionnelle. « Bien sûr, madame. Puis-je voir votre pièce d'identité ?» Amélie présenta sa carte d'identité sans hésiter. Alors que Clara commençait la transaction, le cliquetis sec des talons de Béatrice Fillon se rapprocha. Le tailleur parfaitement repassé et la posture rigide de la directrice d'agence semblaient en décalage avec l'atmosphère détendue. « Puis-je vous aider ?» Le ton de Béatrice était un mélange de miel et d'acier. Ses yeux balayant la tenue décontractée d'Amélie avec un jugement à peine dissimulé. « Je dépose juste un chèque, » expliqua patiemment Amélie. « Ce sont des dommages et intérêts versés par l'État dans une affaire de lanceur d'alerte. » Les sourcils parfaitement épilés de Béatrice se haussèrent. « Des dommages et intérêts ? Et vous êtes certaine de l'authenticité de ce document ? » La façon dont elle dit « document » fit frissonner Amélie. Mais elle garda sa voix calme. « Oui, j'en suis certaine. Tous les justificatifs sont en règle. » « Je vois. » Les lèvres de Béatrice s'amincirent. « Et votre profession ? En quoi est-ce pertinent ? » demanda Amélie. Même si elle savait exactement pourquoi on lui posait cette question. Elle avait vu ce jeu de nombreuses fois. Mais généralement de l'autre côté d'une enquête. « Nous avons certains protocoles pour les transactions inhabituelles, » répliqua Béatrice. Son ton devenant de plus en plus condescendant. « Pour votre protection, bien sûr. » Amélie remarqua que Clara était mal à l'aise à son poste. Ses yeux allant de son écran à sa supérieure. Le malaise de la jeune employée était palpable. « Je comprends les protocoles, » dit Amélie. « Mais c'est un chèque valide. Et je suis une cliente de longue date. » Le sourire de Béatrice n'atteignit pas ses yeux. « Si vous voulez bien m'excuser. Je dois consulter notre service de sécurité. » Elle tourna les talons, ses talons claquant sur le marbre en direction de son bureau. Les minutes s'écoulèrent. Amélie resta calmement debout au guichet, consciente de l'attention grandissante des autres clients. La mère avec la poussette avait arrêté de la bercer, ses yeux fixés sur la scène. Le couple âgé chuchotait, secouant la tête. Les portes du hall s'ouvrirent et le brigadier Morel et le gardien Legrand entrèrent d'un pas assuré. Leurs insignes captant la lumière. Ils échangèrent un regard entendu avec Béatrice, qui désigna Amélie d'un subtil mouvement de tête. La tension dans la pièce changea instantanément. D'autres clients reculèrent, créant une barrière invisible autour d'Amélie. Elle pouvait sentir leur téléphone sortir. Les caméras prêtes. Il ne s'agissait plus seulement d'elle. Cela devenait un spectacle. Le gardien Legrand se positionna légèrement derrière Amélie tandis que le brigadier Morel s'approchait de face. La main nonchalamment posée sur sa ceinture. Leur chorégraphie bien rodée témoignait d'innombrables situations similaires. « Madame,
Veuillez vous éloigner du comptoir. La voix de Morel portait la fausse autorité de quelqu'un qui aime exercer son pouvoir. Amélie ne bougea pas, sa voix claire et contrôlée. Je suis en train de déposer mon chèque. Il n'y a aucun problème. Vous êtes suspecté de tentative de fraude, lança Legrand, sa patience déjà à bout. Avant qu'Amélie ne puisse répondre, elle sentit le métal froid des menottes contre ses poignets. Le clic résonna dans le hall de marbre. Les téléphones se levèrent plus haut dans la foule, enregistrant chaque instant. Le soleil matinal qui avait semblé si chaud et prometteur dans sa cuisine semblait maintenant dur à travers les fenêtres de la banque, soulignant chaque détail de son humiliation. Le son des chuchotements et des déclencheurs d'appareils photo remplit l'air, remplaçant l'atmosphère paisible des transactions bancaires de routine. Le marbre froid pressait la joue d'Amélie alors que le gardien Legrand la forçait à se pencher sur le comptoir. Ses bras étaient tordus dans son dos dans un angle inconfortable, ses épaules mises à rude épreuve. La morsure métallique des menottes s'enfonça dans ses poignets lorsque Legrand les serra de plusieurs crans, envoyant des décharges de douleur dans ses mains. Cessez de résister, grogna Legrand. Bien qu'Amélie n'ait pas bougé d'un muscle. Je ne résiste pas, répondit-elle calmement, sa voix stable malgré la pression sur sa colonne vertébrale. Si seulement vous écoutiez. La ferme, la coupa Morel, se tournant vers la foule grandissante de badauds avec leur téléphone levé. Tout le monde doit ranger ses appareils. C'est une enquête de police en cours. Quelques personnes baissèrent leur téléphone, mais la plupart continuèrent à filmer. Du coin de l'œil, Amélie pouvait voir Béatrice Fillon debout derrière son bureau, les bras croisés avec une expression de préoccupation feinte. Nous avons des protocoles très stricts concernant les transactions importantes, annonça Béatrice à personne en particulier, sa voix portant à travers le hall. C'est la procédure standard. Amélie essaya de nouveau, parlant clairement malgré sa position. Le chèque est légitime. Je peux le prouver. Bien sûr qu'il l'est, ricana Legrand, appuyant plus fort, comme tous les autres chèques volés que nous voyons. Vous pensiez vraiment pouvoir entrer ici et l'encaisser? Si vous aviez vérifié correctement ma carte d'identité. Oh, on l'a vérifiée. Votre fausse carte, l'interrompit Morel avec un sourire narquois. Jolie tentative. La douleur dans les poignets d'Amélie s'intensifia. Elle se concentra sur sa respiration, maintenant son calme alors que la fureur brûlait sous son extérieur serein. Des années de formation et d'expérience l'aidaient à rester centrée. Mademoiselle, ce n'est pas une façon de traiter les gens. Une voix forte s'éleva de la file. Amélie reconnut Monsieur Dubois, un retraité qui fréquentait la banque. Il se tenait droit malgré son âge, son téléphone tenu fermement. Je suis client ici depuis 40 ans. Et je n'ai jamais vu une telle honte. La tête de Morel se tourna brusquement vers l'homme plus âgé. Monsieur, rangez ce téléphone maintenant ou vous serez accusé d'entrave à la justice. La seule entrave que je vois est celle aux droits de cette femme, répondit fermement Monsieur Dubois. Bien qu'il reculât d'un pas lorsque Morel s'avança vers lui d'un air menaçant. Dernier avertissement, grogna Morel. Les officiers redressèrent Amélie brutalement, la saisissant douloureusement par les bras alors qu'ils la dirigeaient vers la sortie. Ses jambes étaient stables, sa tête haute malgré le spectacle. Les clients se pressaient contre les murs pour les laisser passer, leur téléphone suivant chaque pas. Alors qu'ils passaient les portes vitrées, Legrand se pencha près de l'oreille d'Amélie. On va voir si vous faites toujours la maligne maintenant, murmura-t-il. Amélie ne dit rien, mais son esprit enregistrait chaque détail. Numéro de matricule, heure approximative, 10h17. 2 témoins avec des téléphones sur le parking. Caméra de sécurité au-dessus de la porte de sortie. Ils atteignirent la voiture de patrouille. Morel ouvrit la portière arrière tandis que Legrand poussait la tête d'Amélie vers le bas, la forçant à entrer dans l'espace confiné. Une autre arnaqueuse de prise, annonça joyeusement Morel en s'installant au volant. Legrand rit en s'asseyant du côté passager. Ouais, mais celle-là est spéciale. T'as vu comment elle est arrivée? Sapée comme ça, pensant que ça la rendait légitime? Amélie resta silencieuse à l'arrière, observant par la fenêtre les gens qui continuaient de filmer depuis l'entrée de la banque. Elle pouvait voir Béatrice parler à un autre client, gesticulant avec dédain. Monsieur Dubois se tenait près de la porte, le téléphone toujours levé, son expression sombre. La portière claqua lourdement, inspirant profondément. Amélie murmura pour elle-même, ils n'ont aucune idée de qui ils viennent d'arrêter. Les lumières fluorescentes du commissariat bourdonnaient au-dessus de la salle de garde à vue. Amélie grimaça tandis que l'encre tachait ses doigts. Chaque pression sur le papier envoyait de nouvelles vagues de douleur dans ses poignets encore endoloris. Les menottes avaient laissé des marques rouges qui allaient certainement devenir des bleus. À travers la cloison vitrée, Amélie pouvait voir Morel et Legrand penchés sur un ordinateur, tapant leur rapport d'incident à tour de rôle. Leur posture décontractée et leurs rires occasionnels lui soulevaient le cœur. Le sujet a montré un langage corporel agressif, lut Morel à voix haute en tapant. A refusé d'obtempérer aux ordres verbaux. Ajoute, mouvement fuyant, suggéra Legrand en souriant. Ça marche toujours bien. Parfait, dit Morel,
Et n'oublie pas, ton nom coopératif. C'est mon préféré. Amélie les regardait fabriquer leur récit. Chaque faux détail ajoutait une couche à leur mensonge. Je dois passer mon appel téléphonique, annonça fermement Amélie. Assez fort pour être entendue à travers la vitre. Legrand leva à peine les yeux. Quand on aura fini avec vous. C'est mon droit, j'aurais dû être autorisé à appeler depuis longtemps. Legrand rit, se tournant enfin vers elle. Vous avez du culot de parler de droit après avoir essayé de passer un faux chèque. Un jeune officier, dont le badge indiquait Martinez, s'agita mal à l'aise à son bureau. Il leva les yeux de ses papiers. Une incertitude vacillant sur son visage. Eh, Legrand, s'aventura prudemment Martinez. On ne devrait pas au moins. Écoute ça, le coupa Legrand. Elle prétend même qu'elle travaille pour l'État. Il secoua la tête en riant. Ces escrocs sont de plus en plus créatifs. Mes menottes étaient trop serrées, déclara clairement Amélie, s'assurant que plusieurs officiers pouvaient l'entendre. J'ai demandé une assistance médicale. Cela m'a été refusé. J'ai demandé mon appel téléphonique 3 fois maintenant. Également refusé. Gardez une trace de vos plaintes, se moqua Legrand. Je suis sûr que quelqu'un s'en soucie. L'employé au service des scellés, une femme mince, commença à cataloguer les affaires d'Amélie. Une enveloppe contenant un chèque. Elle s'arrêta, plissant les yeux devant le montant. 245 500 €. Ses sourcils se haussèrent. Alors qu'elle ouvrait l'enveloppe, quelque chose glissa et tomba au sol, une petite bande de papier. Le souffle d'Amélie se coupa. Elle reconnut instantanément le format. Un bordereau de caisse, du type utilisé pour suivre les grosses transactions. Mais ces numéros, ils correspondaient à une séquence sur laquelle elle enquêtait depuis des mois. La même police, le même préfixe utilisé par le réseau de fraude aux subventions publiques qu'elle était en train de démanteler. Son esprit s'emballa. L'opération de blanchiment qu'elle traquait. Le Crédit Lyonnais Mutuel pouvait-il être la plaque tournante? La porte de la salle s'ouvrit. Le substitut du procureur Vincent Lefebvre entra d'un pas vif. Son costume parfaitement coupé détonnant dans cet environnement institutionnel. La mâchoire d'Amélie se serra. Elle le connaissait de réputation. L'homme qui avait enterré les preuves dans une affaire de brutalité policière l'année dernière. Où est notre suspecte de fraude sur chèque? Annonça Lefebvre, balayant la pièce d'un intérêt théâtral. Ses yeux se posèrent sur Amélie et son sourire de façade s'élargit. Ah, vous voilà. Il s'approcha du bureau. Un montant assez ambitieux que vous avez tenté de faire passer aujourd'hui. Mais ne vous inquiétez pas. Nous prenons les crimes financiers très au sérieux dans cette juridiction. Amélie soutint son regard, notant comment sa confiance semblait légèrement faiblir lorsqu'elle ne détournait pas les yeux. Nous veillerons à ce que cela ne disparaisse pas, continua Lefebvre. Sa voix portant pour le bénéfice des officiers qui regardaient. On ne peut pas laisser les gens penser qu'ils peuvent entrer dans nos banquets. Et vous venez de commettre la plus grosse erreur de votre carrière, l'interrompit doucement Amélie. Le menton levé. Le rire de Lefebvre résonna contre les murs de béton. Mais il y avait une lueur d'incertitude derrière ses yeux. Il se détourna rapidement, faisant signe à un officier d'ouvrir la cellule de détention. La porte en métal grinça sur le sol. Amélie regarda le dos de Lefebvre s'éloigner alors que la porte de la cellule se refermait bruyamment. Elle s'assit sur le banc dur, son esprit déjà en train de cartographier les liens entre le bordereau, la banque et l'homme qui venait de révéler sa propre place dans le puzzle. Le soleil de fin d'après-midi filtrait à travers les fenêtres étroites de la cellule. La routine du commissariat fut brisée par des voix résonnant dans le couloir. Amélie reconnut la cadence étudiée de Lefebvre avant même de le voir. Nous avons des procédures qui doivent être suivies, annonçait-il fort. Il apparut au coin du couloir avec la commissaire Faure juste derrière lui. Le visage normalement composé de la commissaire montrait des signes de tension. Derrière eux, Amélie aperçut les lumières rouges des caméras de télévision dans le couloir. Comme je l'expliquais à la presse, continua Lefebvre, se positionnant pour que les caméras puissent capter son profil. Personne n'est au-dessus de la loi. Lorsqu'une activité financière suspecte est signalée, nous enquêtons de manière approfondie. Je voudrais un mot en privé avec la commissaire, déclara clairement Amélie. Sa voix portant juste assez pour que les journalistes se penchent en avant. Le sourire de Lefebvre vacilla. Toutes les discussions concernant votre cas doivent passer par les canaux appropriés. Juste 5 minutes, insista Amélie, regardant directement la commissaire Faure. Vous pouvez bien m'accorder ça, n'est-ce pas? Les caméras se tournèrent vers la commissaire. Elle redressa les épaules, consciente de l'enjeu médiatique. Bien sûr, mon bureau, je dois vraiment vous déconseiller, commença Lefebvre. C'est mon service, monsieur le substitut, le coupa la commissaire. Son ton sec, elle fit signe à un officier de déverrouiller la cellule. Le bureau de la commissaire était petit mais ordonné. Des décorations et des récompenses tapissaient un mur. La commissaire ferma la porte, étouffant le chaos extérieur. Très bien, dit-elle en s'asseyant. Qu'est-ce qui est si urgent? Amélie attrapa son portefeuille, qui lui avait été rendu. Elle l'ouvrit lentement, délibérément.
laissant la plaque de police capter la lumière alors qu'elle la tenait en l'air. Commandante Amélie Durand, déclara-t-elle calmement. Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales. La couleur quitta le visage de la commissaire Faure. Derrière Amélie, elle entendit l'inspiration brusque de Lefebvre. Le chèque que vos officiers m'ont accusé d'avoir falsifié, continua Amélie, provient de fonds de dédommagement d'une affaire de lanceur d'alerte. Il est destiné à un centre communautaire au nom de mon père. Lefebvre se reprit rapidement. Cela ne change rien à la procédure. En fait, étant donné le lien avec l'État, nous devrons placer tout le dossier sous scellé. Sous scellé ? Amélie se tourna vers lui. Vous voulez dire enterré, classifié, caché derrière la bureaucratie jusqu'à ce que les médias perdent intérêt. Ce sont des allégations sérieuses, insista Lefebvre. Vos officiers m'ont profilé, déclara platement Amélie. Ont violé mes droits, ont utilisé une force excessive. Tout ça pendant que votre directrice de banque aidait à couvrir des transactions suspectes sur lesquelles j'enquête depuis des mois. Voulez-vous que je continue ? La commissaire se frotta les tempes. Commandante Durand, je vous assure que nous allons régler ça. Mais nous devons gérer cela avec soin. Le syndicat de police. Le syndicat ? La voix d'Amélie était calme mais tranchante. C'est ce qui vous inquiète. Commissaire ? Pas les violations des droits civiques. Pas le fait que vos officiers ont mis la main sur une commandante de police sans motif ? La commissaire vit la peur dans les yeux de son interlocutrice. Peur de la réaction du syndicat. Peur des tensions sociales qui pourraient exploser. Peur que sa propre carrière implose. Je vais accélérer les formalités de votre libération, dit finalement la commissaire Faure. En attendant l'examen de la situation. En attendant l'examen, répéta Amélie. Comme c'est pratique. Quelques heures plus tard, Amélie franchit les portes du commissariat dans l'air froid de la nuit. Les flashs des appareils photo crépitèrent autour d'elle. Elle garda le visage impassible en descendant les marches. Morel et Legrand se tenaient près de leur voiture de patrouille. Regardant, leur sourire narquois disait tout sur leur sentiment d'impunité. Elle s'arrêta au bas des marches, laissant l'air froid emplir ses poumons. Vous êtes tous sur mon territoire maintenant, murmura-t-elle. Trop doucement pour que quiconque d'autre l'entende. Le soleil matinal filtrait à travers les rideaux de la cuisine de Catherine Durand. Amélie était assise, les mains enroulées autour d'une tasse de café fumante, essayant de ne pas grimacer lorsque la céramique pressait contre ses poignets meurtris. La porte s'ouvrit sur Sophia Belkacem, les bras chargés d'ordinateurs portables et de dossiers. Derrière elle venait Madame Hélène Roger, la présidente de l'association de quartier, son énergie habituelle contenue en une fureur silencieuse et concentrée. J'ai sorti tout ce que j'ai pu trouver, annonça Sophia en étalant des fichiers sur la table. Registre de transactions, numéro de routage, toute la piste numérique de ce chèque. Catherine se déplaçait dans la cuisine avec une aisance pratiquée, versant du café aux nouvelles venues. Il faut que vous mangiez quelque chose. Les filles, on ne peut pas combattre l'injustice le ventre vide. Le chèque est complètement légitime, continua Sophia. Je l'ai tracé à travers 3 systèmes de l'État. Ces policiers n'auraient pu trouver aucune irrégularité réelle car il n'y en avait pas. Madame Roger se pencha en avant. J'ai déjà appelé tous les journalistes spécialisés que je connais. La communauté doit savoir, pas seulement ce qui t'est arrivé, Amélie, mais le schéma que cela représente. Amélie hocha la tête lentement. Nous devons être stratégiques. Ils essaient déjà d'enterrer ça sous la bureaucratie et les retards de procédure. Ils utilisent le même manuel depuis que j'ai ton âge, dit Catherine en posant une assiette de croissants sur la table. Ils voient notre présence comme une menace. Parle-leur de 1987. Maman, demanda Amélie. Catherine s'installa dans sa chaise. La banque s'appelait alors le Crédit Foncier Lyonnais. Ils avaient cette politique, jamais écrite bien sûr, de vérification renforcée, pour certains quartiers. Ton père a passé des mois à rassembler des preuves, à collecter des histoires de gens qui avaient été refusés, traités comme des criminels pour avoir essayé d'encaisser leur propre salaire. Les doigts de Sophia volaient sur son clavier. Le président actuel du conseil d'administration de la banque, sa famille possédait le Crédit Foncier Lyonnais avant la fusion. Je parie que si nous creusons, nous trouverons les mêmes schémas discriminatoires. Nous devons nous battre sur plusieurs fronts, déclara Madame Roger. Pression légale, oui, mais aussi pression morale. Les membres de mon association ne vont pas rester silencieux. Amélie se leva. Demande Cada en premier. Nous avons besoin de chaque bout de papier lié à l'arrestation. Vidéo des caméras piétons. Enregistrement des communications. Sophia, peux-tu lancer les demandes formelles ? Déjà rédigées. Acquiesça Sophia. Et j'ai des programmes qui tournent pour traquer les schémas financiers inhabituels dans cette agence. Mon association peut organiser des manifestations pacifiques, ajouta Madame Roger, pour maintenir l'attention des médias pendant que nous rassemblons les preuves. Catherine se leva et alla vers un vieux buffet, sortant un épais album photo. J'ai tout gardé, dit-elle. Chaque article de journal sur les pratiques bancaires discriminatoires. Chaque convocation à une réunion de quartier. Chaque lettre que ton père a écrite.
30 ans de preuve que rien n'a vraiment changé. Amélie serra la main de sa mère. Cette fois, nous allons y arriver. Maman, nous avons des outils que papa n'avait pas, des archives numériques. Des preuves vidéo, une juridiction nationale. Le groupe travailla toute la matinée et une partie de l'après-midi. La table de la cuisine se transformant en quartier général. Au crépuscule, Amélie alla dans le salon et prit délicatement la photo de son père. L'image le montrait dans son uniforme de facteur. Fière et digne, elle la ramena dans la cuisine, la plaçant au milieu de leur plan de bataille. Nous allons finir ce que tu as commencé. Papa, dit-elle doucement. Les ecchymoses sur ses poignets lui faisaient mal. Mais sa voix était stable. L'appartement d'Amélie était silencieux lorsque des coups urgents retentirent à sa porte. C'était Sophia, essoufflée. Quelqu'un a posté la vidéo, annonça-t-elle. C'est devenu viral. Plus de 100 000 vues en seulement 2 heures. Le cœur d'Amélie s'accéléra, mais elle garda sa voix calme. Montre-moi. Elles s'installèrent sur le canapé tandis que Sophia lançait la vidéo. Les images étaient d'une clarté cristalline, capturées sous plusieurs angles par différents témoins. On voyait Amélie, calme au comptoir, puis l'approche agressive de Morel et Legrand. L'audio était accablant. Les réponses mesurées d'Amélie contrastaient vivement avec leurs menaces croissantes. Regarde les commentaires, dit Sophia, faisant défiler un flot incessant de réponses indignées. Les gens sont furieux. Combien de médias ont repris l'info? Toutes les chaînes locales et ça commence à atteindre le national. Le téléphone d'Amélie sonna. Le bureau de la commissaire Faure. Elle laissa sonner. Ils ne peuvent plus ignorer ça maintenant, dit Sophia. Le téléphone sonna de nouveau. Cette fois, Amélie répondit et mit le haut-parleur. Commandante Durand, ici la commissaire Faure. La voix de la chef de la police était soigneusement neutre. Je vous appelle pour vous informer que le brigadier Morel et le gardien Legrand ont été placés en suspension administrative en attendant un examen interne complet. J'apprécie d'être informée, répondit Amélie. Nous prenons ces questions très au sérieux, continua la commissaire, comme si elle lisait une déclaration préparée. Après l'appel, Sophia ricana. Transparent, maintenant qu'il y a une preuve vidéo. Ils ne peuvent plus se cacher. Ils essaieront de laisser passer l'orage, dit Amélie. L'indignation publique a une courte durée de vie. Dans la soirée, elle rejoignit Madame Roger dans un petit bouchon lyonnais, du Vieux Lyon. La vidéo est exactement ce dont nous avions besoin, dit Madame Roger. Mais tu as raison d'être prudente. L'indignation publique s'estompe vite, acquiesça Amélie. Nous avons besoin de résultats concrets pendant que les gens sont encore attentifs. Le syndicat de police a déjà commencé à riposter, prévint Madame Roger, disant que la vidéo ne montre pas tout le contexte. Laissez-les essayer, dit Amélie. Il y a les enregistrements des caméras de sécurité de la banque. Sophia a déjà soumis une demande formelle. Le trajet de retour commença normalement. À 3 rues de son appartement, elle remarqua le SUV sombre dans son rétroviseur. Une voiture banalisée de la police. Elle reconnut les détails subtils. Le SUV resta à 3 longueurs de voiture derrière. La suivant, à un feu rouge, il se rapprocha. Elle pouvait distinguer 2 silhouettes à l'avant. Le feu passa au vert et elle continua, murmurant à peine dans la voiture silencieuse. Je vous vois, après un autre pâté de maison. Le SUV accéléra brusquement, changea de voie et disparut dans la nuit. Elle le regarda disparaître, son expression inchangée. Elle ne leur donnerait pas la satisfaction de l'avoir ébranlé. La lumière du matin filtrait dans le bureau de Sophia. Ces numéros de série du bordereau, marmonna Sophia. Ils ne sont pas aléatoires. Regarde ce schéma. Elle afficha un tableur. Chaque 3e vendredi du mois, le Crédit Lyonnais Mutuel traite un lot de chèques de banque. Tous autour de 9 000 €. Juste sous le seuil de déclaration. Intelligent, acquiesça Amélie. Où vont-ils? C'est là que ça devient beau. Sophia cliqua sur un autre écran. Je les ai tracés jusqu'à 6 associations différentes. Toutes enregistrées au cours des 3 dernières années. Prétendant toutes soutenir des programmes de réinsertion pour les jeunes des quartiers. Elle fit défiler la liste. Lyon Avenir Jeunesse. Solidarité urbaine. De jolis noms, non? Amélie se pencha plus près. Et quel programme gère-t-elle réellement? C'est justement ça. Sophia afficha les registres fiscaux. 0 dépenses en services réels. Pas d'employés, pas d'adresse physique, juste des boîtes postales. Mais elles ont toutes reçu des subventions de développement de la part de la banque. Elle s'arrêta sur un document. Et regarde qui signe en tant que trésorier pour 3 d'entre elles. Béatrice Fillon, lut Amélie. Sa voix tendue. Elle utilise des initiales différentes à chaque fois. Mais c'est sa signature. Ça s'améliore. Acquiesça Sophia. Ces sociétés écrans sont toutes enregistrées dans le même immeuble. Elle afficha une photo. Un bureau dans un centre d'affaires appartenant à Marwin Holdings SAS. Laisse-moi deviner. Une filiale des entreprises Lefebvre. En plein dans le mille. Notre sympathique substitut du procureur a les mains dans le cambouis. Amélie se leva. Nous avons besoin de mandat rapidement avant qu'il ne commence à détruire des documents. Déjà dessus, dit Sophia en attrapant son téléphone. La juge Martinez me doit une faveur. Elle est intègre.
Aucun lien avec le cercle de Lefebvre, pendant que Sophia passait l'appel. Amélie commença à rédiger une déclaration sous serment. Elle détailla le schéma des transactions suspectes, les structures des sociétés écrans, le lien avec sa fausse arrestation. De l'autre côté de la ville, dans un bureau boisé, Béatrice Fillon était assise, rigide. Ils vont tout trouver, dit-elle. La voix à peine un murmure. Les sociétés écrans, tout. Trent Lefebvre se prélassait derrière son bureau massif, projetant un calme qu'il ne ressentait pas. Baisse la voix. Béatrice, tu ne comprends pas. Elle a vu le bordereau lors de sa garde à vue. Cette commandante a vu notre vrai registre. Alors nous la discréditerons, dit Lefebvre doucement. C'est sa parole contre la tienne. Une femme soi-disant professionnelle qui se présente pour encaisser un chèque énorme en tenue de sport. Qui est devenue agressive lorsqu'on lui a posé des questions de sécurité de routine. La vidéo peut être interprétée de bien des façons. De retour au bureau de Sophia. Le téléphone de Sophia sonna. Un message sécurisé. Son visage s'éclaira d'un large sourire. En parlant de la juge, elle tourna son ordinateur portable pour qu'Amélie puisse voir. Premier mandat approuvé. Nous pouvons accéder à tous les registres de transactions internes du Crédit Lyonnais Mutuel pour les 5 dernières années. Un deuxième carillon suivit rapidement. Et voilà le mandat pour les registres financiers des sociétés écrans. Un clou à la fois, dit Amélie en levant sa tasse de café. Le soir s'installa sur la maison des associations, peignant ses fenêtres de pourpre et d'or profond. À l'intérieur, les chaises pliantes en métal raclaient les parquets usés alors que les gens remplissaient les rangées. Salle comble, murmura Sophia en se glissant à côté d'Amélie avec une pile de tracts. Même France 3 est là. Bien, acquiesça Amélie. Plus il y a de témoins, mieux c'est. Madame Hélène Roger monta à la tribune. Sa présence commandant une attention immédiate. Nous nous réunissons ce soir, commença-t-elle. Parce que la vérité n'a pas besoin de permission pour être dite. Parce que la justice retardée est une justice refusée. Parce que ce qui est arrivé à la commandante Amélie Durand aurait pu arriver à n'importe lequel d'entre nous. Amélie observait les visages dans la foule. De jeunes mères avec des enfants sur les genoux. Des couples de personnes âgées qui avaient manifesté des décennies auparavant. Des petits commerçants qui avaient mené leur propre bataille contre les politiques de la banque. La commissaire Faure était assise, rigide, au premier rang. Madame Durand, continua Madame Roger, a accepté de nous expliquer exactement comment la discrimination se cache derrière la paperasse et les procédures. Elle fit signe à Amélie d'avancer. Amélie prit la parole, redressant des papiers dont elle n'avait pas besoin. Merci à tous d'être venus, commença-t-elle. Je vais vous parler de 2 sortes de chiffres. La première sorte est celle qui figure sur votre relevé de compte. Dépôt, retrait, des affaires honnêtes. La deuxième sorte, elle fit une pause, se cache dans des registres occultes et des sociétés écrans, transformant les préjugés en profit. Elle expliqua comment les banques pouvaient utiliser les protocoles de sécurité pour retarder certains clients mais accélérer les choses pour d'autres. Comment la vérification renforcée devenait un outil de discrimination. Comment l'argent transitait par de fausses associations. Quand ils m'ont mis les menottes, dit-elle, sa voix stable, ils pensaient cacher leur plus grand crime. Mais voilà ce qu'ils ne savaient pas. J'ai passé 20 ans à suivre des pistes financières comme celle-ci. J'ai vu comment les préjugés deviennent la norme. Au 3e rang, Monsieur Dubois, le retraité qui avait pris sa défense, hocha vigoureusement la tête. Il ne s'agit pas d'une mauvaise journée dans une agence bancaire. Il s'agit de systèmes conçus pour paraître propres tout en restant sales. Elle expliqua comment l'argent du développement communautaire de la banque disparaissait. Comment de fausses associations de quartier brassaient des fonds. Mais voici la bonne nouvelle, dit-elle. La lumière du soleil est le meilleur désinfectant. Une fois que vous savez comment le jeu fonctionne, vous ne pouvez plus l'ignorer. La commissaire Elena Faure se leva alors, se dirigeant vers la tribune. Le service de police de Lyon, commença-t-elle. Puis s'arrêta pour s'éclaircir la gorge. Nous avons trahi la confiance de notre communauté. Pas seulement dans le cas de la commandante Durand, mais de manière profonde et ancienne. Elle s'agrippa au bord de la tribune. C'est pourquoi j'annonce ce soir que nous avons invité l'inspection générale de la police nationale à mener une enquête complète sur nos politiques et procédures. La foule explosa. Certains applaudirent, d'autres pleurèrent. De plus, continua la commissaire, nous mettons en œuvre des réformes immédiates de nos protocoles d'intervention et de nos procédures d'arrestation. Amélie observait attentivement le visage de la chef de la police. Il y avait de la peur, mais aussi autre chose. Peut-être du soulagement, peut-être de l'espoir. Après le discours, alors que les gens se rassemblaient, Madame Roger prit le bras d'Amélie. Maintenant, ils t'écoutent, murmura-t-elle. Ils ne peuvent plus prétendre qu'ils ne comprennent pas. Maintenant, nous allons les faire avouer. Amélie était assise devant son ordinateur, le café refroidissant à côté d'elle. Les informations du matin passaient sur sa petite télé. Dernière minute, annonça le présentateur. De nouvelles images ont émergé de l'incident au Crédit Lyonnais Mutuel impliquant la commandante Amélie Durand.
À l'écran, une vidéo de sécurité granuleuse tournait. Mais quelque chose n'allait pas. Les angles étaient coupés, le timing déformé. On la voyait atteindre son insigne de manière agressive. Son langage corporel hostile. Le moment de son explication calme avait été entièrement coupé. Des sources proches de l'enquête suggèrent que la commandante Durand aurait pu tenter d'intimider le personnel de la banque, continua le présentateur. Le substitut du procureur Vincent Lefebvre a annoncé qu'il rouvrait la plainte pour fraude avec des charges supplémentaires. Le téléphone d'Amélie vibra. Un texto de Madame Roger. J'allume la télé. Seigneur, aie pitié. C'était pire à chaque rediffusion. Ils avaient coupé les remarques méprisantes de Béatrice. La posture agressive de Morel. À la place, Amélie apparaissait belliqueuse. C'est un développement sérieux, déclara à l'écran un porte-parole du syndicat de police. Personne, même pas les commandants de police, ne devrait utiliser son autorité pour contourner les protocoles de sécurité bancaire. Amélie appela Sophia, qui répondit à la première sonnerie. Je suis déjà en train d'analyser la vidéo, dit sa partenaire sans préambule. Les montages sont bons, mais ils ont été négligents avec les métadonnées. Donne-moi du temps. Le temps, c'est la seule chose qu'ils ne nous donneront pas, répondit Amélie. Regardant Lefebvre monter à une tribune devant le palais de justice. Après examen de nouvelles preuves, annonça-t-il. Mon bureau modifie la plainte pour y inclure la tentative de vol par tromperie et l'abus de qualité. La journée s'écoula. Vers 19h45, le téléphone d'Amélie sonna de nouveau. La voix de Sophia était haletante. Secouée. Quelqu'un m'a suivi depuis le bureau, dit-elle. Je l'ai remarqué 3 rues plus loin. J'ai essayé de le semer dans le métro. Quand je suis descendue à mon arrêt, il était là. Amélie se redressa. Es-tu blessé? Il a attrapé mon sac devant mon immeuble. Je me suis débattue. J'ai récupéré de la peau sous mes ongles quand je l'ai griffé. Mais Amélie, la voix de Sophia se brisa. J'ai vérifié mon ordinateur portable. Il y a des traces d'accès à distance il y a 2 jours. Ils ont cloné mon disque dur avant d'essayer de le voler. Où es-tu maintenant? Dans mon appartement. Porte verrouillée. Reste là, ordonna Amélie. J'appelle une protection. Elle attrapait déjà ses clés quand un mouvement attira son attention par la fenêtre de la cuisine. Une berline sombre était garée de l'autre côté de la rue. Amélie. La voix de Sophia était faible. J'ai peur, je sais, dit Amélie en s'éloignant de la fenêtre. Mais souviens-toi, ils ont peur aussi, c'est pour ça qu'ils poussent si fort. L'ordinateur portable avait tout, ce qui signifie que nous étions proches. Elle vérifia son arme de service. Puis sa deuxième arme. Nous savions qu'ils riposteraient. Maintenant, nous savons à quel point ils ont des choses à cacher. La lumière du matin filtrait à travers la poussière tandis que Catherine Durand montait les escaliers étroits du grenier. Ton père ne jetait jamais un seul papier, dit Catherine. Il disait toujours, les preuves racontent des histoires que les gens ne veulent pas raconter. Elles descendirent une lourde boîte en carton jusqu'à la table de la cuisine où Sophia avait installé son ordinateur. Regardez ça, dit Catherine en sortant un bulletin jauni. Le bulletin de l'amicale du quartier. 1987. Elle montra un titre. La banque refuse des prêts aux commerces locaux. 4e rejet ce mois-ci pour des propriétaires qualifiés. La banque invoque des problèmes de zonage malgré l'approbation de la mairie. C'était juste le début, continua Catherine. Sortant d'autres papiers. Ton père, il a tout gardé. Madame Durand, utilisait-il des formulaires standardisés à l'époque? Demanda Sophia. Oh, oui, des copies carbone. Catherine sortit une fine feuille bleue. Regardez l'en-tête. La même famille possédait la banque. Les Fillon. Le grand-père de Béatrice était président. Béatrice Fillon, murmura Amélie. La même directrice qui a appelé la police. Un héritage de haine, marmonna Catherine. Et voici le vrai trésor, dit-elle en sortant un registre de réunion de quartier. Amélie parcourut l'écriture soignée, s'arrêtant à un nom familier. Lefebvre senior, confirma Catherine. Le père de Vincent, il était l'avocat principal de la banque à l'époque. Sophia siffla, ses doigts volant sur son clavier. Le même cabinet d'avocats représente toujours la banque. Et regardez, les registres des contributions aux campagnes montrent des dons au père et au fils Lefebvre depuis 30 ans. Amélie toucha les vieux papiers. Ils ont bâti un empire sur l'exclusion. Et ils continuent, ajouta Sophia. J'ai analysé cette vidéo de surveillance qu'ils ont fait fuiter. Les métadonnées racontent une histoire intéressante. Elle afficha 2 € d'attache. La vidéo prétend que vous étiez là à 9h47. Mais le système de la caissière montre que votre chèque a été traité à 10h23. Ils ont modifié la chronologie. Peux-tu prouver qu'il a altéré? Demanda Amélie. Mieux, sourit Sophia. Je peux prouver d'où elle a été téléchargée. L'adresse IP remonte à un ordinateur du bureau du procureur. Spécifiquement au service de Lefebvre. Samedi matin, l'aube était claire et fraîche. Amélie se tenait devant son miroir, attachant soigneusement la minuscule caméra corporelle au revers de son blazer. Vers 8h30, le parking devant le Crédit Lyonnais Mutuel s'était transformé en une mer de visages.
Catherine Durand était assise sur une chaise pliante, entourée d'autres personnes âgées de sa génération. Elles avaient apporté leur propre documentation. Bien joué, patronne, appela Sophia dans l'oreillette d'Amélie. L'équipe de l'IGPN vient d'arriver. 3 observateurs en civil dispersés dans la foule. Amélie scanna l'assemblée. Des pancartes flottaient au-dessus des têtes. La dignité n'est pas un crime. Justice bancaire maintenant. Madame Roger traversa la foule dans son tailleur violet emblématique. Elle s'arrêta à côté d'Amélie. Tout est en place? Sophia a le réseau de caméras en marche. La commissaire Faure a confirmé. Elle a 2 sergents des affaires internes dans ce SUV noir près de la pharmacie. À 9h, Madame Roger monta sur la scène improvisée et la foule se tut. Nous nous rassemblons aujourd'hui non pas dans la colère, mais dans une détermination juste, commença-t-elle. Nous venons chercher réparation, non seulement pour la dignité de la commandante Durand, mais pour 30 ans d'exclusion systématique. Dans l'oreillette d'Amélie, Sophia rapporta, mouvement à la zone de rassemblement de la police à 3 rues au sud. 2 unités viennent de partir. Madame Roger fit signe à Amélie d'avancer. Et maintenant, la femme qu'ils ont tenté de faire taire dira sa vérité. Amélie s'approcha du microphone. Bonjour, commença-t-elle. Je ne suis pas ici pour parler de mon arrestation. Je suis ici pour parler de schémas. Des schémas de discrimination cachés derrière des politiques. Elle brandit les vieilles cartes de zonage discriminatoire. Ces schémas ont commencé avant ma naissance. Quand ils m'ont mis ces menottes. Ils suivaient un scénario écrit il y a des décennies. Plusieurs unités approchent du sud. L'interrompit Sophia d'urgence. 4 officiers en tenue anti-émeute. Amélie continua sans heurts. Aujourd'hui, nous avons des preuves qui relient le passé au présent. Les mêmes familles, les mêmes méthodes. Une ondulation parcourut la foule. À travers la mer de visages. Elle aperçut des équipements tactiques. Des casques à visière. Je compte Morel et Legrand, rapporta Sophia. Plus 2 autres de leur unité. Les personnes âgées au premier rang resserrèrent les rangs. Catherine Durand se leva, s'appuyant sur sa canne, les yeux féroces. Madame Roger se rapprocha légèrement d'Amélie. Nous voyons des officiers nous rejoindre aujourd'hui. Souvenez-vous, tout le monde, nous restons pacifiques. Les observateurs de l'IGPN changèrent de position. Leur calepin visible. Le SUV de la commissaire Faure se rapprocha. La voix de Morel coupa le chant de la foule. Vive et agressive. Menace à la sécurité. Dégagez la zone. Il bouscula une rangée de femmes âgées. Amélie observa l'approche de Legrand, notant l'enveloppe suspecte qu'il tenait dans sa main gauche. Restez en arrière, tonna la voix de Madame Roger dans les haut-parleurs. Les téléphones se levèrent plus haut. Legrand atteignit le bord de la scène. Commandante Durand, lança-t-il, la voix pleine d'une courtoisie moqueuse. Nous devons vérifier une préoccupation de sécurité. Officier Legrand, c'est un rassemblement pacifique. Il se jeta en avant, sa main se dirigeant vers la poche du manteau d'Amélie. L'enveloppe visible entre ses doigts. Amélie réagit instinctivement, pivotant pour s'éloigner. N'osez pas la toucher, gronda la voix de Madame Roger sans amplification. L'enveloppe tomba de la main de Legrand alors qu'il luttait pour se redresser. Elle glissa sur la scène, atterrissant face visible. L'étiquette officielle était clairement visible. Parquet. Division du contrôle des scellés. La caméra 3 a une vue claire de l'étiquette, rapporta Sophia avec enthousiasme. Morel chargea en avant. Rébellion. Elle résiste, mais avant qu'il ne puisse atteindre Amélie. Madame Roger attrapa la lourde boîte à dons en bois. Avec une vitesse surprenante, elle la balança dans un arc parfait, frappant solidement l'épaule de Morel. Il trébucha en jurant. Les 2 officiers des affaires internes se frayèrent enfin un chemin à travers la foule. L'un attrapa le bras de Morel alors qu'il portait la main à sa ceinture, tandis que l'autre se positionna entre Legrand et Amélie. La voix de Catherine Durand retentit. Pas aujourd'hui. Pas à ma fille. La voix de Sophia crépita dans l'oreillette d'Amélie. Les images sont diffusées en direct sur 3 chaînes d'information. J'ai des plans nets de la tentative de placement de preuves. De l'agression sur le monsieur. De tout. Legrand se releva péniblement. Son masque avait glissé, révélant un visage tordu de fureur. Il porta la main à sa radio. Mais avant qu'il ne puisse l'activer, une nouvelle voix coupa le chaos. Juridiction nationale. Les mots tranchèrent la cohue. Une grande silhouette en costume de charbon de bois s'avança. Une carte de police tricolore tenue haut. L'observateur de l'IGPN n'eut pas besoin de crier. Cette scène est maintenant sous le contrôle de l'inspection générale de la police nationale. L'effet fut immédiat. Morel cessa de se débattre. Le murmure de la foule se transforma en applaudissements. 2 autres agents de l'IGPN émergèrent. Commandante Durand, dit l'agent principal avec respect. Nous surveillons depuis l'incident initial. Les événements d'aujourd'hui seront inclus dans notre enquête plus large. L'observateur se tourna vers Morel et Legrand. Sa voix portant clairement. Officier, vous allez devoir remettre vos insignes et vos armes aux affaires internes. Vous êtes maintenant des personnes d'intérêt dans une enquête pour violation des droits civiques. La foule continua d'applaudir, ponctuée de « Alléluia ». Catherine se fraya un chemin jusqu'à la scène.
des larmes coulant sur son visage. Mais la tête haute. Les ombres du soir s'étiraient sur le salon d'Amélie alors que les hélicoptères des chaînes d'information survolaient le centre-ville. Nous vous apportons une couverture en direct de ce qui est appelé la « conspiration de Lyon », annonça la présentatrice. Amélie était assise sur son canapé, regardant plusieurs chaînes simultanément. À côté d'elle, Sophia tapait furieusement. « Les preuves sont accablantes », déclara un analyste juridique. L'enveloppe découverte sur les lieux porte les marques officielles de l'inventaire du parquet. Cela remonte directement au sommet. Les images étaient claires. Morel et Legrand menottés. Leurs visages, autrefois arrogants, montraient maintenant le choc d'hommes qui ne s'attendaient jamais à des conséquences. La scène passa au Crédit Lyonnais Mutuel, où des agents escortaient Béatrice Fillon. Le plus grand moment arriva à 20h. Vincent Lefebvre avait appelé une conférence de presse d'urgence sur les marches du palais de justice. « Mes chers concitoyens », commença-t-il, la voix légèrement tremblante, à la lumière des événements récents et de ce que je maintiens être des interprétations trompeuses des preuves, j'annonce ma démission immédiate de mes fonctions de substitut du procureur. La presse explosa. Il s'enfuit de la tribune alors que les questions pleuvaient. À 21h, la commissaire Elena Faure monta sur la même estrade. Les événements de ces dernières semaines ont exposé des défaillances systémiques au sein de notre service, commença-t-elle. Aujourd'hui, j'annonce des réformes complètes sous la supervision de l'IGPN. Elle se tourna vers la caméra. À la commandante Amélie Durand. Au nom du service de police de Lyon, je présente nos excuses officielles et sans réserve. Toutes les charges ont été abandonnées et votre dossier sera effacé immédiatement. Vers 23h, un calme relatif s'installa dans la cuisine d'Amélie. Il pensait vraiment que l'humiliation te briserait, dit Sophia. Amélie enroula ses mains autour de sa tasse chaude. Les ecchymoses des menottes s'étaient estompées depuis longtemps. Mais le souvenir restait vif. Cela a simplement clarifié ma mission, répondit-elle. Le système qui avait tenté de la briser s'était fissuré à la place. Exposant sa propre pourriture, la soirée était pour savourer la justice rendue. Mais demain apporterait de nouveaux défis. De nouvelles batailles pour la dignité et l'équité. Une semaine avait passé. Le soleil du matin illuminait les fenêtres fraîchement nettoyées du Crédit Lyonnais Mutuel. Amélie se tenait devant le miroir de son appartement, ajustant sa veste de tailleur. L'insigne à sa hanche captait la lumière. Sa mère, Catherine, lissa un pli invisible sur son épaule. « Ton père serait si fier aujourd'hui, » dit-elle doucement. Madame Roger arriva pour les conduire. « Prête à faire un autre dépôt ?» demanda-t-elle avec un sourire entendu. Cette fois sans le drame. À leur arrivée, la commissaire Elena Faure attendait à l'entrée. Son uniforme impeccable. Amélie tenait l'enveloppe familière contenant le chèque. Le papier semblait différent maintenant. Lourde justification. À l'intérieur, la banque se tut à l'entrée d'Amélie. Clara Lemoine, la jeune employée qui avait été témoin de son humiliation, s'avança pour l'aider. « Bienvenue, commandante Durand, » dit-elle clairement. « Comment puis-je vous aider aujourd'hui ?» Amélie posa le chèque sur le comptoir. « Je voudrais faire un dépôt, » répondit-elle, sa voix portant dans l'espace silencieux. Pour l'espace Ellison pour le numérique et la justice. La commissaire Faure s'avança. « Commandante Durand, » commença-t-elle, au nom du service de police de Lyon. « Je tiens à m'excuser formellement pour l'injustice que vous avez subie. » Amélie hocha la tête, acceptant les excuses avec la même force tranquille. Clara traita le dépôt avec une précision soignée. Chaque frappe de touche était un rappel de la façon dont la procédure pouvait servir la justice. Le reçu s'imprima. Dehors, des applaudissements épars commencèrent à l'apparition d'Amélie. De l'autre côté de la rue, des ouvriers finissaient d'installer la nouvelle enseigne, l'espace Ellison pour le numérique et la justice. Ces lettres se détachaient sur le bâtiment en briques. Les yeux d'Amélie se posèrent sur la nouvelle plaque installée à côté de l'entrée de la banque. La surface en laiton captait la lumière du soleil alors qu'elle lisait les mots qui accueilleraient désormais chaque client. Le droit à la dignité n'est sujet à aucune vérification. La banque ne serait plus jamais un simple bâtiment. Elle était devenue un monument à la résistance, à la résilience, au pouvoir de la vérité contre l'oppression systémique. Debout entre sa mère et Madame Roger, Amélie sentit le poids des générations. Le chèque était déposé, mais son impact continuerait de porter intérêt sous forme de vie changée. De portes ouvertes et de dignité préservée. La justice n'avait pas seulement été rendue. Elle avait été investie de manière permanente dans l'avenir de sa communauté,